La Constitution de la Ve République est la constitution républicaine la plus durable que la France ait connue jusqu'à présent. Elle est aussi, et de très loin, la Constitution qui a été le plus souvent révisée depuis son entrée en vigueur, le 4 octobre 1958. Comment expliquer cette boulimie de révision constitutionnelle? Et tout d'abord, comment est-il possible de réviser la Constitution de la Ve République? L'article 89, le dernier article de la Constitution, traite de cette question. La procédure est la suivante. L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement. Lorsque l'initiative vient du président, on parle d'un projet de révision. Lorsqu'elle vient des parlementaires, on parle d'une proposition de révision. Le projet ou la proposition doit ensuite être examiné par l'Assemblée nationale et par le Sénat et voté en termes identiques par les deux assemblées. La procédure législative ordinaire s'applique lors de cet examen à deux importantes exceptions près. D'une part, le gouvernement ne peut pas utiliser la procédure de l'article 49.3 qui permet de faire adopter un texte sans vote par l'Assemblée nationale. D'autre part, le gouvernement ne peut pas utiliser l'article 45 alinéa 4 qui lui permet, en cas de désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, de donner le dernier mot à l'Assemblée. Autrement dit, lorsqu'il s'agit d'une révision de la Constitution, le gouvernement ne dispose pas des armes constitutionnelles qui, normalement, lui permettent de contraindre les assemblées parlementaires à adopter les textes qu'il veut. Ce point est très important. Il permet de comprendre pourquoi le général de Gaulle a utilisé un autre article que le 89 pour réviser la Constitution. Nous allons y revenir. Une fois le texte adopté par les deux chambres, deux possibilités se présentent. Soit le texte est soumis au référendum pour être définitivement approuvé ou rejeté, soit le texte est soumis au Congrès, c'est-à-dire à la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. En ce cas, le texte, pour être adopté, doit être voté à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Seuls les projets de révision peuvent être soumis au Congrès. Les propositions de révision doivent obligatoirement être soumises au référendum. Enfin, il est précisé qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire et que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Dans l'article 89, l'adoption de la révision par référendum apparaît comme la procédure normale et l'adoption par le Congrès comme une procédure dérogatoire, exceptionnelle. Cela se justifie aisément. Une constitution est une sorte de mandat par lequel une nation accorde certains pouvoirs à ceux qui la représenteront et seront chargés par elle de la gouverner. Par conséquent, pour être adoptée, une constitution doit, normalement, être approuvée directement par le peuple, par référendum. Mais de la même manière, toute modification de ce mandat qu'est une constitution devrait être approuvée par le mandataire lui-même. Donc, toute révision constitutionnelle devrait, elle aussi, être ratifiée par référendum. Pourtant, sur les 24 révisions qui ont été effectuées en utilisant l'article 89, une seule a été adoptée par référendum. Les 23 autres ont été définitivement adoptées par la voie du Congrès. Cette aberration, du point de vue de la théorie constitutionnelle, est essentiellement la conséquence du fait que le référendum est presque toujours une opération risquée pour les pouvoirs publics. Je vous explique ce point en détail dans les vidéos qui sont consacrées au référendum. J'ai mentionné 24 révisions adoptées par la procédure de l'article 89. Or, il y a eu à ce jour 25 révisions de notre Constitution. C'est que l'une d'entre elles, et peut-être la plus importante de toutes, a été adoptée en suivant une autre procédure, celle de l'article 11. Il s'agit de la révision qui a instauré l'élection du président de la République au suffrage universel direct et qui a été ratifiée par le peuple français le 28 octobre 1962. L'article 11 permet en effet au président de la République de soumettre au référendum certains projets de loi, notamment des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Le général de Gaulle a jugé que cette expression, l'organisation des pouvoirs publics, incluait la Constitution, puisque celle-ci, en effet, organise les pouvoirs publics, et que, par conséquent, l'article 11 offrait la possibilité de soumettre au référendum des projets de loi de révision constitutionnelle.
La raison pour laquelle De Gaulle a invoqué l'article 11 pour réviser la Constitution est que l'article 89 donne au Parlement un véritable droit de veto sur les révisions, puisque les deux chambres doivent voter les projets et propositions dans les mêmes termes. Or, jamais le Parlement n'aurait accepté la révision que voulait De Gaulle. Pour en savoir davantage, vous pouvez vous reporter à la vidéo que j'ai consacrée à la révision d'octobre 1962. La Constitution de la Ve République a donc été beaucoup révisée. Cela signifie-t-il que cette Constitution était particulièrement mal conçue, qu'elle avait énormément de défauts auxquels il fallait remédier? Cela paraît très difficile à croire. Les constitutions des Troisième et Quatrième République, par exemple, étaient incontestablement beaucoup moins bien conçues que la Constitution actuelle. Et pourtant, elles ont été très peu révisées. Par ailleurs, les révisions de la Constitution de la Ve République sont très inégalement réparties dans le temps. 5 ont été adoptées entre 1958 et 1992 et 20 entre 1992 et aujourd'hui. 5 révisions en 34 ans, soit à peu près une tous les 7 ans, puis 20 révisions en 32 ans, soit une tous les 1 an et demi. Quelque chose d'autre que la qualité de la Constitution est en cause, manifestement. Toutes les révisions effectuées avant 1992 avaient pour but de modifier réellement le fonctionnement même de la Constitution, l'équilibre des pouvoirs. Par exemple, en instaurant l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Les révisions effectuées après 1992 peuvent, elles, être rangées dans 3 grandes catégories. Tout d'abord, les révisions qui ont pour but de modifier le fonctionnement de la Constitution, comme par exemple la révision du 2 octobre 2000, qui fait passer le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Deuxièmement, les révisions qui ont pour but de permettre la ratification de traités européens ou internationaux, comme par exemple la révision du 25 juin 1992 permettant la ratification du traité de Maastricht. Enfin, les révisions qui ont pour but d'inscrire dans la Constitution certaines politiques, comme par exemple la révision du 8 juillet 1999 relative à la parité homme-femme. Ces deux dernières catégories sont réellement une seule et même catégorie. Il s'agit à chaque fois de lever les limites posées par la Constitution à l'action de la majorité politique du moment, de lui permettre de faire ce que la Constitution interdit. Une bonne dizaine de révisions effectuées ces 30 dernières années peuvent être considérées comme appartenant à cette espèce. Il y a là un signe très sûr que le respect pour la règle constitutionnelle est en train de s'éroder rapidement. Pourquoi en effet avoir une constitution, si ce n'est pour marquer nettement la différence entre ce qui, à un moment ou l'autre, peut apparaître comme politiquement désirable et ce qui est constitutionnellement permis? Dès lors que la différence entre les deux est systématiquement résolue par une révision de la Constitution, cette dernière perd toute raison d'être. Nous sommes en train d'oublier ce qu'est une Constitution et pourquoi elle ne devrait être révisée que rarement, et jamais pour des raisons de convenance politique. Bien sûr, ce qui a permis cette orgie récente de révision constitutionnelle, c'est la Constitution elle-même. Il s'est avéré que modifier la Constitution en passant par la voie du Congrès était relativement facile. Et petit à petit, réunir les congrès est devenu à peu près aussi commun que d'emmener des collégiens en sortie scolaire de fin d'année. Pourtant, ce recours au congrès aurait dû être exceptionnel. On peut même estimer que cette possibilité de modifier la Constitution sans recourir à un référendum ne devrait pas exister, comme nous l'avons vu. Par conséquent, une très bonne révision serait celle qui supprimerait la possibilité d'adopter des révisions constitutionnelles par la voie parlementaire. Étant donné les dangers attachés au référendum, on peut penser que cela réduirait très fortement les révisions à l'avenir. Cela pourrait sembler un paradoxe que de faire une révision destinée à mettre fin aux incessantes révisions de notre Constitution. Mais, comme le dit fort bien Jean-Jacques Rousseau, il vaut mieux être homme à paradoxe qu'homme à préjugés.